nous étions arrêtés la dernière fois. Oui, pour rappel, je pense que la semaine dernière, ou bien la séance dernière, on était en train de parler des généralités sur les énergies. Généralité sur les énergies, c'est que l'énergie est le cas de l'Afrique, les ressources que nous avons en Afrique. Et aujourd'hui, nous allons attaquer sans plus tarder les énergies renouvelables proprement dites, notamment les procédés de conversion. Et je vais pratiquement commencer par l'éolienne. Et puis, nous allons attaquer la géothermie, réviser un peu la géothermie qu'on a commencé déjà la semaine passée. Et puis, finir avec le solaire et l'hydroélectricité. Je pense que nous pouvons commencer. Je ne sais pas si, après avoir digéré ce qu'on a eu la séance passée, quelqu'un a eu une question, ou bien moi, je peux déjà commencer à poser les questions. Pour les personnes qui étaient présentes la séance passée, si vous avez des questions, vous pouvez commencer déjà à les écrire sur le commentaire. Et voilà. Avant de parler donc des énergies renouvelables, je pensais qu'il est très important de commencer d'abord par comprendre ce que c'est que la thermodynamique, parce que c'est lié. Parler des énergies renouvelables sans parler de la thermodynamique, on ne va pas comprendre profondément ce que c'est que les énergies renouvelables. Même le mot renouvelable, là, on va revenir un peu dessus. Dans la thermodynamique, pour ceux qui ont fait la physique, pour ceux qui ont fait les cycles d'ingénieurs, ils savent que c'est une science qui étudie les transferts de chaleur, les mouvements de chaleur. Thermo, qui vient du mot thermique, et dynamique qui vient du mouvement, donc c'est le mouvement de la chaleur. Autrement dit, c'est le transfert de la chaleur d'un corps à un autre, d'une forme à une autre forme aussi. Et du coup, les principes de la thermodynamique, on dit qu'il y a 4 lois de la thermodynamique. Les lois, c'est ce qui régit, c'est ce qu'on ne peut pas changer, en fait. C'est ce qu'on ne peut pas changer. La loi 0, ça définit le transfert entre un corps chaud et je vais passer rapidement dessus parce que ce ne sont que des rappels. La loi 0, ça définit le transfert entre un corps chaud et un corps froid. L'exemple est simple, si tu poses, ou bien si on dépose 1 litre d'eau chaude à côté d'1 litre d'eau fraîche, à un moment donné, il y a transfert et donc l'eau se réchauffe un peu et de l'autre côté, l'eau très chaude aussi se refroidit. Ça, c'est mu par la première loi de la thermodynamique qu'on appelle la loi 0. La loi 0 de la thermodynamique. Mais les lois qui vont beaucoup plus nous intéresser, c'est la première loi et la seconde loi. La première loi, on dit que l'énergie se conserve dans un système adiabatique. Dans un système fermé globalement, l'énergie se conserve. Il n'y a pas de transfert. Ça, c'est une loi. Du coup, maintenant, on est en train de parler des énergies renouvelables. Lavoisier disait que rien ne se crée, rien ne se perd, mais tout se transforme. Et en énonçant le fait que l'énergie est renouvelable, ça veut dire quelque part, l'énergie était perdue. Donc, physiquement, même le terme énergie renouvelable n'est pas très juste, mais on va l'utiliser, on va dire que c'est un péché mignon parce que on est déjà habitué à ça, mais physiquement, ce n'est pas quelque chose qu'on peut démontrer. L'énergie se conserve. Ça, c'est un principe très, très important à comprendre et à l'énoncer. Donc, elle n'est ni perdue, elle n'est ni détruite, mais elle se transforme simplement. Et la seconde loi, c'est pour les physiciens, ils disent l'entropie ne fait qu'augmenter. C'est la loi du désordre. L'entropie, c'est le désordre. Mais naturellement, on dira que l'énergie qui est l'énergie inutile. Il y a exergie, il y a énergie. Bon, on va dire énergie, c'est l'exergie plus énergie. L'énergie, c'est une énergie qu'on ne peut pas utiliser, une énergie inutilisable. L'exergie, c'est l'énergie utile.
ce que nous utilisons, ce que nous pouvons prendre et convertir en travail, ça s'appelle de l'exergie. Et je crois qu'on est d'accord dessus. Donc, la deuxième loi stipule que l'énergie ne fait que croître. Le désordre ne fait que croître. Et du coup, pour ça, ça pose des bases de beaucoup de choses. Un, on ne peut pas, par exemple, prendre une énergie sous forme chimique et encore réutiliser sous forme chimique. Le passage d'une énergie, par exemple, cinétique à une énergie électrique, il y a eu beaucoup de pertes d'énergie qu'on ne peut plus récupérer. C'est pourquoi on va parler d'efficacité d'une technologie. Quand le vent vient frapper les pales, ou bien quand le vent frappe les pales d'une éolienne ou fait tourner l'éolienne, une partie du vent va être transformée en énergie utile, une autre partie ne sera pas transformée. Et cette partie non transformée s'appelle de l'énergie. On ne peut pas. Et on dira que, par exemple, l'éolienne a une efficacité de 35%, de 30%, de 40%, parce que il peut, lors du transfert d'énergie, il ne peut pas conserver toute la charge d'énergie qu'elle a. Ça, c'est un. Et ça, c'est applicable pour toutes les énergies. On a dit dernièrement que l'efficacité de l'hydroélectricité, par exemple, est égale à 90% environ. Parce que les pertes qu'il génère au moment du transfert d'énergie est minime, 10%, mais il y a toujours perte quand même. Et à chaque transformation énergétique, nous allons observer cette perte-là. La troisième loi, la température 0 Kelvin existe. Bon, ça, c'est fait pour d'autres domaines. On ne va pas revenir là-dessus. Donc, comme je disais en schéma, quand on quitte, par exemple, du bois, on va brûler du bois, on va avoir de la chaleur et on va avoir des cendres. Les cendres, là, c'est ça, c'est ce qu'on appelle de l'exergie. C'est une partie d'énergie qu'on ne peut plus utiliser. Si quelqu'un utilise les cendres ici pour réchauffer autre chose, dites-nous. Je ne dis pas qu'on ne pourra pas utiliser, mais actuellement, on n'a pas la technologie nécessaire pour utiliser ces énergies-là. Et voilà, je pense que ces principes-là, on a compris, d'où la notion d'efficacité de ces technologies-là. Pour les énergies renouvelables, on va à chaque fois dire que le PV, par exemple, les plaques monocristallines ont une efficacité de 22%, de 21%, de 20%, alors que les PV polycristallins ont une efficacité inférieure à 15%, ainsi de suite, c'est dû à ça. Chaque conversion d'énergie, il y a une perte notable. Et ça, c'est régi par les lois de la thermodynamique. On va attaquer maintenant l'énergie éolienne. L'éolien, le vent, en fait, vient du soleil. Le vent, l'énergie du vent, ou bien le mouvement du vent est causé par le soleil. Je crois que certaines personnes ici le savent. Le fait, le fait qu'on chauffe ou bien qu'on augmente une température à un lieu, en augmentant la température, on augmente aussi la pression. Donc, ça crée une dépression dans une autre localité, du moins sur la Terre. Par exemple, on prend l'eau, les mers, le soleil va chauffer les mers et chauffer aussi la surface de la Terre. La surface de la Terre qui est rigide. On observe que la Terre se chauffe beaucoup plus rapidement et se refroidit aussi beaucoup plus rapidement. Et du coup, ce refroidissement fait que le vent quitte de là où il y a une grande pression pour descendre là où il n'y a pas de pression, là où on est en basse pression. Et ce mouvement-là crée donc une énergie qu'on appelle l'énergie éolienne, crée du vent qu'on peut extraire de l'énergie à base de ça. Ce schéma explique simplement ça. Il y a le soleil qui donne de son énergie et on dit du coup, cette énergie du soleil, ça fait 0,2% seulement. Vous voyez? Le soleil donne 100% de son énergie, mais le vent ne peut capter que 0,2% de l'énergie pour utiliser pour créer le mouvement du vent. Voilà un peu globalement ce que dit ce chemin. Le vent quitte là où la pression est élevée, là où c'est très chauffé, pour là où on est dans une basse pression. C'est ça le principe de création du vent. Du coup, je disais tout de suite que
même la création du vent, respecte les petites lois que nous apprenons à l'école. PV égale à NRT, nous les chantons, voilà, nous chantons ces lois-là, on ne sait pas forcément qu'est-ce que ça crée, alors qu'autour de nous, nous avons des applications beaucoup plus grandioses. Donc, PV égale à NRT. Si on augmente la température, la pression aussi augmente. Et vu que le soleil ne chauffe pas la Terre de façon régulière, le pôle Nord est chauffé différemment, le jour et la nuit est chauffé différemment, cette variation-là crée une dépression dans une zone et une haute pression dans une autre zone qui crée du vent. La question que nous allons répondre aujourd'hui, c'est quelle est la quantité d'énergie qu'on peut produire à partir du vent. Et pour répondre donc à cette question, nous allons d'abord voir le lien qui existe entre la vitesse du vent et l'énergie éolienne ou bien et les éoliennes. Et comment est-ce que l'énergie éolienne influence la conception même des éoliennes, la conception de ce que nous voyons qui tourne. Voilà. Les caractéristiques du vent, ça, je commence par le choix des sites de l'éolienne. Si on veut choisir un site qui est efficace, il y a des critères à respecter. Non seulement la qualité du vent, mais on doit chercher aussi à voir la qualité même du site qu'on est en train de... La qualité du site. Et je vais continuer à détailler ça. Mais ce qui est le plus important, c'est de savoir que pour choisir un site, on voit quel est le vent qui souffle sur ce site-là. Est-ce que le vent a une grande vitesse ou bien une petite vitesse? Est-ce qu'il y a une variation de vitesse? Est-ce que, par exemple, dans une heure de temps, on peut quitter de 10 mètres par seconde à 5 mètres par seconde, ou en une seconde, on peut quitter de 10 mètres par seconde à 5 mètres par seconde? Ces variations brutales-là créent fait baisser beaucoup le rendement ou bien fait augmenter le rendement. Du coup, on ne peut pas contrôler forcément notre pale, notre éolienne. Du coup, c'est des paramètres qu'il faut vérifier. Le cisaillement du vent. On dit que la vitesse du vent augmente avec la hauteur. Plus on monte en altitude, plus la vitesse du vent augmente et plus la vitesse du vent est régulière. Comment je vais dire? Plus le vent est stable. Ok, enchanté. Et on va aussi voir la rugosité de la terre. Plus il y a des montagnes, par exemple, le vent va créer des turbulences. On va avoir du vent de mauvaise qualité. Et ça varie aussi en fonction de la direction du vent, la densité aussi du vent. L'air chaud, par exemple, est plus dense que l'air froid, ou bien, voilà, l'air froid. Et ici, sur la vitesse du vent, dernièrement, on avait déjà parlé des zones d'Afrique qui ont un haut potentiel du vent. On a dit que l'Afrique, globalement, peut exploiter de l'énergie éolienne. Mais sur cette figure, on voit par exemple que cette couleur, je vais dire par exemple que c'est l'indigo, je ne sais pas très bien, où la vitesse est de 1 mètre par seconde. Ça, ce sont des zones à faible vitesse qui ne sont pas très bien exploitables. Il y a les zones en bleu, par exemple, qui ont une vitesse moyenne de 5 mètres par seconde et les zones en rouge qui ont une vitesse moyenne très élevée, moyenne de 10 ans, ça peut aller à 15 mètres par seconde et ainsi de suite. Nous revenons ici, on dit que pour que l'énergie éolienne soit exploitable dans une zone, il faut que la vitesse du vent en ces lieux soit supérieure ou égale à 10 mètres par seconde. À 15 à 25 mètres par seconde, c'est l'idéal. C'est un vent fort. On va extraire le maximum d'énergie possible. Mais des vitesses inférieures, ou bien là où il y a des brises légères, des vitesses inférieures à 5 mètres, il serait difficile d'exploiter l'énergie éolienne dans ces genres de zones. Ça, nous l'avons déjà détaillé la séance dernière. On disait que là où il y a du rouge, là où il y a du bleu, là où il y a du rouge, on peut bien exploiter. On a présenté cette figure-là pour montrer la potentialité que l'Afrique a pour les énergies éoliennes.
Et je disais que la vitesse est importante pour l'énergie éolienne. La vitesse est importante, mais cette vitesse-là varie beaucoup en fonction de l'année. On voit sur le premier graphe ici que en 2004, on voit des oscillations. C'est pas constant. Le fait que c'est pas constant, je ne veux pas que vous rentrez profondément dans ces graphiques-là, mais comprenez simplement que de 2025 2020, le vent change, la vitesse du vent change. Et ça, c'est un paramètre très, très important à prendre en compte. Le vent varie, la vitesse du vent varie en fonction de l'année, en fonction du mois. Vous voyez ici, ce n'est pas stable aussi. Il y a cette variation-là des oscillations. La vitesse du vent varie aussi en fonction des jours et en fonction même des secondes. Du coup, pour dimensionner une éolienne, c'est quand même un exercice un peu compliqué parce que normalement, on dimensionne une éolienne à une vitesse de vent. On cherche des grilles de vitesse qui soient un peu constantes pour que non seulement on ait une bonne production, mais pour protéger notre éolienne parce que plus ça tourne, plus ça peut se casser. On va revenir dessus aussi après. Généralement, quand vous tapez sur YouTube une éolienne qui se brise ou bien qui se casse, qui s'explose parce que la vitesse du vent est énorme. Bien sûr, parce que ce n'est pas conçu pour supporter ce genre cette vitesse du vent-là. La vitesse varie aussi en fonction des directions. On voit ici, par exemple, qu'en orientant l'éolienne vers le sud, là, on a une bonne vitesse et en l'orientant vers l'est, on a en moyenne 10%. Voilà. On baisse au fur et à mesure qu'on est en train de changer de direction. Et la vitesse varie aussi en fonction de la hauteur. J'ai déjà parlé de ça ici. Plus on monte en hauteur, plus on a une bonne vitesse. Vous voyez là, jusqu'à 120, on a pratiquement triplé la vitesse. On a pratiquement triplé la vitesse au début. Ici, quand on est à 5 mètres, ou bien quand on est à 6 mètres, on est à 10 ici, 10 mètres. À 10 mètres, on a une vitesse de 6 mètres par seconde, alors qu'à 20 mètres, on a pratiquement doublé la vitesse, on a pratiquement 8 mètres par seconde. 7,9. Voilà. La vitesse varie en fonction de la hauteur. C'est pourquoi, dans les pays développés, on essaye de mettre même, au Maroc, ici, on met les éoliennes sur les montagnes pour avoir une bonne hauteur, pour avoir une bonne vitesse. Et voilà, je vais un peu rentrer dans les petits calculs. Ça ne va pas être compliqué, mais pour montrer simplement pourquoi la vitesse est très, très importante quand on veut dimensionner notre éolienne. Vous voyez, on dit que l'énergie est égale à 1,5 de mv carré. Ça, on le connaît, l'énergie cinétique est égale à 1,5 de mv carré, on le sait. On remplace M par ça, par la masse, c'est la masse volumique fois le volume. Le volume, c'est la surface. Le volume, c'est la surface fois la hauteur, normalement. Et puis, on a la puissance qui est égale à l'énergie sur le temps. On avait déjà parlé de ça la séance dernière. On retrouve que, quand on fait les petits remplacements, on retrouve que la puissance d'une éolienne dépend de la masse volumique du vent, dépend de la surface de la pale, la surface de l'éolienne, mais dépend surtout du cube de la surface, du cube de la vitesse. Ça veut dire quoi? Pratiquement, ça veut dire que si on prend par exemple une vitesse de 5 et qu'on calcule la puissance, on peut trouver une puissance de 125, mais en doublant simplement la vitesse, on multiplie la puissance 8 fois. Vous voyez? On multiplie 8 fois la puissance. Ça veut dire que pour une vitesse du vent de 5 mètres par seconde, on a 125, par exemple, 125 watts. Et pour une puissance de 10 seulement, on a simplement doublé la vitesse du vent, mais on se retrouve avec une puissance de 1000 watts. Une puissance de 1000 watts contre une puissance de 125. Parce que l'énergie éolienne dépend beaucoup plus du vent, dépend du cube
dépend, bon, en, en, en doublant, on va multiplier la puissance par 8. Voilà un peu, je crois que j'ai été clair ici. Non seulement on choisit là où, non seulement on choisit là où il y a beaucoup plus de vent, mais on dimensionne aussi les pales avec, parce qu'on a dit que la puissance ici, la puissance dépend de l'air, de la surface de la pale. Or, la surface est ici égale à pi fois le rayon. Plus on va augmenter le rayon, plus on aura une bonne puissance aussi. Ici, avec les calculs, on dit que si on double, si on multiplie par exemple le rayon par 10, on multiplie la puissance par 100 automatiquement. Donc, dans la conception des éoliennes, il faut tenir compte du fait que je vais avoir des pales assez, des pales avec des rayons assez, qui couvrent une grande rayon, et aussi être là où, par exemple, sur les montagnes, là où les vitesses sont, on a des vitesses les plus hautes possibles. Voilà les deux critères qu'il faut beaucoup plus voir si on veut choisir un site pour une production d'éoliennes. Ici, j'ai mis l'image de l'éolienne qu'on a l'habitude de voir. On voit le mât comme le mât des drapeaux. Le mât, on voit la fondation là où on va fixer l'éolienne. On voit le rotor qui est lié au noyau. On voit les pales, on voit les freins, on voit les multiplicateurs. À partir des multiplicateurs ici, et avec le système de régulation, je crois que nous allons revoir ça aussi dans l'énergie hydraulique parce que c'est le même fonctionnement. Ça veut dire faire tourner la pale, multiplier la vitesse, faire tourner la pale, multiplier la vitesse et transférer cette force-là au moteur qui va nous produire de l'électricité. C'est le même principe, sauf qu'avec l'éolienne, c'est le vent qui fait tourner la pale, mais pour l'hydroélectricité, c'est de l'eau qui fait tourner les turbines. C'est de l'eau qui fait tourner les turbines. Ici, c'est le vent qui fait tourner les turbines. Mais parce que les pales sont en train de tourner à une petite vitesse, généralement, quand on voit, ils tournent à des petites vitesses comme ça, il faut mettre un multiplicateur qui va permettre de multiplier la vitesse rapidement pour avoir une bonne fréquence sur le moteur. Et quand je suis en train de parler des rayons des pales, peut-être vous ne voyez pas ça, mais voilà un peu, par exemple, comment, voilà, ça c'est encore une seule pale. Imaginez qu'il y a 3 pales comme ça. L'homme essaie de concevoir le plus grand rayon possible pour avoir la plus grande puissance possible parce que dans la formule, on a dit ici que la puissance dépend de l'air. L'air lui-même dépend du rayon au carré. Donc, les paramètres qu'il faut chercher à maximiser, c'est le rayon. Ici, ils ont maximisé le rayon. Et bien évidemment, ils vont chercher là où il y a plus de vent pour la vitesse, là où la vitesse du vent est élevée. Comme ça, si on a par exemple un vent de 15 mètres carrés, de 15 mètres par seconde, et qu'on se retrouve avec des pales, par exemple, de 10 mètres, de 20 mètres, de 30 mètres, si on peut concevoir ça, juste une éolienne seulement peut nous produire une très grande puissance. Vous voyez, l'idée, c'est d'investir dans la technologie qui va avec, mais parce que plus c'est grand, plus il faudra du matériel, des bétons armés ou bien de l'acier pour garder ça. Le vent peut aussi détruire ce qu'on est en train d'installer. Et voilà peut-être ça un peu les limites. Après, on va voir ça. Et voilà, je disais l'exemple en résumé. Pour étudier les caractéristiques du vent, il faut tenir compte de la vitesse, il faut tenir compte de la densité de l'air. Plus l'air est humide, par exemple, plus on va pouvoir faire tourner très bien notre pale. La turbulence, j'ai dit que la turbulence est liée à la rugosité de la surface de la Terre, là où tu vas exploiter l'éolienne. Plus il y a des gratte-ciel, par exemple, moins c'est un site approprié pour l'éolienne. Il faut chercher là où c'est libre, là où il n'y a pas d'arbres, il n'y a pas de forêt, pour que le vent soit le plus stable possible. La turbulence n'est pas bien parce que
Ces pales-là sont conçues avec des propriétés aérodynamiques qui sont à noter pour qu'il y ait le moins de frottement possible, pour qu'on puisse maximiser la rotation de ces pales-là. Donc, venir avec quelque chose qui n'est pas venir face à un vent qui est très turbulent, c'est perdre en rendement, c'est perdre en efficacité, comme j'ai dit. Les caractéristiques du site, la rugosité, un terrain assez vaste parce que pour faire entrer, par exemple, les pales de plus de 30 mètres, de 50 mètres comme ça, il faut de l'espace pour pouvoir bien tourner, il faut de l'espace, voilà. Et les caractéristiques de fonctionnement, la facilité de transport, comme je l'ai aussi notifié, et il faut être le plus proche du réseau électrique possible pour que l'énergie qu'on va produire, on puisse directement l'injecter aussi dans le réseau. Et voilà ça. Je ne sais pas si Faiza, tu peux relancer avec la deuxième partie sur le solaire et puis je pourrais revenir. Faiza m'écoute. Oui, oui, il y a l'occasion, je suis là. Très bien. Ou bien je peux terminer aussi sur la biomasse, si ça ne te dérange pas. Oui, pourquoi pas. C'est de finir comme ça, je vais continuer. OK. Ça, c'est pour l'éolienne. Je pense qu'on a compris globalement ce que c'est que l'éolienne, mais il y a encore une bonne source qu'il faut exploiter. Je crois que c'est assez négligé. La biomasse est assez négligée, mais comme a dit Faiza la dernière fois, pour le monde rural en Afrique, c'est quelque chose qu'il faut tenir vraiment en compte. Parce que quand j'ai réfléchi à haute voix, imaginez une maison où nos WC à la maison, les WC, qu'on puisse intégrer tous les déchets là, qu'on produise carrément du gaz pour notre cuisine. Il y a déjà ces systèmes-là, je pense que vous avez vu sur Internet, ces systèmes intégrés là, qu'on puisse ne plus acheter du gaz butane, mais qu'on fait produire nous-mêmes nos gaz directement avec les déchets que nous produisons à la maison. On met un WC hybride intégré avec tous les déchets organiques de la cuisine. On minimise beaucoup certaines choses. Du coup, la biomasse et la bioénergie, il y a plusieurs façons d'exploiter ça. Ce qu'on connaît le plus, c'est la combustion, ça veut dire prendre du bois et puis allumer. Et en présence de l'oxygène, on va avoir de la combustion, de la chaleur avec le dégagement de CO2. Ça, c'est le plus formel, c'est ce qu'on connaît. Et il y a la méthanisation. La méthanisation, c'est il y a la méthanisation pour la production de biogaz, il y a la gazéification pour la production du gaz de synthèse, généralement. Ça, la gazéification et la pyrolyse, qui sont des procédés thermochimiques. Même la combustion est un procédé thermochimique, mais la méthanisation est un procédé purement biologique. Purement biologique, qu'on n'a pas besoin de l'intervention d'une autre énergie. Juste les bactéries nous permettent de produire du biogaz. C'est sur quoi moi je travaille dans ma thèse, c'est la pyrolyse. La pyrolyse pour la production de biofuels, de l'essence par exemple, pour raffiner de l'essence, pour raffiner de l'huile, pour raffiner tout ce qui est liquide. Pourquoi la bioénergie est très importante? Parce que normalement, même l'énergie fossile, c'est de la bioénergie. J'avais déjà rappelé ça la séance dernière, je disais que les plantes, ils vont s'enfuir, ils vont s'enfuir dans le sous-sol et à certaines conditions, ils vont produire du pétrole. Voilà, ils vont produire du pétrole. Du coup, la pyrolyse, c'est le même procédé. La pyrolyse, par exemple, c'est sur quoi je travaille, c'est que il faut arriver à produire du carburant liquide en 2 secondes. Au lieu de produire en des milliers d'années, réussir à produire du carburant, de l'essence en 2 secondes, au lieu de milliers d'années. L'homme est en train de travailler sur ça. C'est vrai qu'il faut certaines conditions de température et de pression
il faut concevoir certains réacteurs d'une certaine façon pour arriver à ces résultats-là. Et on continue à chercher. C'est pourquoi on pense que la bioénergie, en termes de densité, comme dans le procédé de fabrication, c'est la même chose que l'énergie fossile. Si on réussit à gérer un système intégré comme ça, on n'aura à la fin pas besoin nécessairement des énergies fossiles parce que l'efficacité, la densité de cette énergie-là nous sauverait de beaucoup de choses. La méthanisation, donc, je vais revenir un à un. La méthanisation, c'est prendre du déchet, mettre dans un digesteur et le digesteur, en présence de bactéries, c'est un peu comme l'estomac du bœuf. Voilà. Le biodigesteur, c'est comme l'estomac parce que les bœufs aussi produisent du méthane, vous savez. Le ventre du bœuf, comment je vais appeler ça, l'estomac du bœuf, à un certain moment peut produire du méthane. C'est pourquoi, par exemple, si on veut concevoir ces biodigesteurs-là, on va prendre la bouse des vaches parce qu'il y a déjà ces bactéries qui ont déjà produit du méthane à l'intérieur. On va mettre dans ces biodigesteurs-là avec d'autres déchets et les bactéries vont se multiplier, consommer nos déchets, produire du biogaz, produire de l'engrais vert. C'est ça le bon côté, c'est que le digesteur, à la sortie du digesteur, nous avons de l'engrais et nous avons du biométhane. Le biométhane, on peut l'utiliser soit pour chauffer comme source de chaleur ou bien produire de l'électricité avec, comme vous le voyez ici. On va faire la cogénération pour produire de l'électricité. Si on a du biogaz et on passe par la cogénération, on va avoir de l'électricité. Si on a du biométhane et qu'on veut directement utiliser sous forme de chaleur, on peut l'utiliser. Si on veut le convertir sous forme de carburant aussi, on peut le faire parce qu'il y a des moteurs qui peuvent déjà s'adapter au biométhane, au gaz, simplement. Et l'engrais, parce que finalement, tout ce qu'il y a ici ne se perd pas. Comme Lavoisier a dit, rien ne se crée, tout se transforme. L'engrais sera utilisé en agriculture. Généralement, ceux qui ont l'objectif de créer des fermes agricoles, par exemple, c'est très bien d'intégrer un système de méthanisation parce que tous vos déchets, vous les remettez dans le digesteur. Vous pouvez réavoir de l'engrais chimique, pas de l'engrais chimique, de l'engrais organique de très bonne qualité. Généralement, c'est de très haute qualité pour vos cultures. Et de l'autre côté, vous avez du méthane pour vos usages énergétiques. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à savoir sur la méthanisation globalement. Pour quelqu'un qui veut se lancer sur un tel projet, il peut checker. Normalement, c'est un procédé très simple. En l'absence de l'oxygène, j'ai oublié de mentionner ça, le digesteur, il faut le couvrir, le fermer hermétiquement pour que l'air ne puisse pas rentrer parce que les bactéries méthanogènes là fonctionnent en l'absence de l'oxygène. En l'absence de l'oxygène, ça veut dire qu'il faut bien le fermer. Et la pyrolyse, donc, il y a 3 types de pyrolyse. Ça, je suis en train de parler des procédés d'exploitation, les procédés d'exploitation de la biomasse. On peut l'utiliser soit par la méthanisation ou bien on peut l'utiliser soit par la pyrolyse. Et par la pyrolyse, il y a 3 façons de l'utiliser. Soit la pyrolyse rapide, aussi, c'est un procédé qui se passe aussi en l'absence de l'oxygène, mais à une température élevée. Pourquoi rapide? Parce que les températures varient. Les températures et la vitesse de chauffage varient. J'ai déjà énoncé que c'est un procédé thermochimique, donc la pyrolyse est en présence de la chaleur. Il faut chauffer ça à 500 degrés Celsius. Il faut chauffer la matière organique dans un digesteur à 500 degrés Celsius environ et avoir une vitesse de chauffe d'environ, dans notre laboratoire, on essaie de travailler à avoir 180 degrés par seconde, donc aller beaucoup plus rapidement. Parce que pour la recombinaison chimique de la matière première en carburant, il faut qu'on atteigne certaines conditions au même moment. On ne peut pas aller de façon dégradée.
Parce que si on va de façon dégradée, on va produire du charbon, par exemple. Le charbon, c'est la pyrolyse lente. Ça, on va, euh, on va à une vitesse de chauffe assez basse. Peut-être, on dit ici 0,1 à 1 degré par minute. 1 degré par minute, c'est assez bas. C'est une vitesse de chauffe assez basse. Mais pour la pyrolyse rapide, on va à 1000 degrés, par exemple, 1000 degrés par seconde, 10 000 degrés par seconde. Il faut aller le plus rapidement possible. Faire comme un choc thermique pour qu'il y ait recombinaison chimique pour avoir du biocarburant, pour avoir de l'essence et pouvoir affiner ça. Quelqu'un a déjà posé la question la dernière fois, est-ce que l'énergie qu'on va fournir, l'énergie qu'on va fournir pour atteindre les 500 degrés là, est-ce que ça va devenir rentable? Ça, c'est une autre question. Maintenant, nous, on est en train de chercher une technologie. On va améliorer ça petit à petit, améliorer ça petit à petit pour atteindre notre objectif. Et puis, la pyrolyse flash, ça se passe entre 800 et 1000 degrés. Ça aussi, c'est pour produire du biocarburant. En fait, si on veut maximiser la proportion du gaz, on fait de la pyrolyse flash. Si on veut maximiser la production de l'essence, par exemple, on va faire de la pyrolyse rapide. Si on veut maximiser le charbon noir, on va faire de la pyrolyse lente. La pyrolyse lente, c'est ce qu'on fait déjà en Afrique. On produit du charbon avec la pyrolyse. Donc, on va enterrer du bois au sol, on va allumer le feu et puis on va au sol, en l'absence de l'oxygène, et on va avoir du charbon. Et je disais qu'en termes de densité, la pyrolyse rapide surtout, qui produit du carburant, est une voie est une voie assez prisée maintenant. Il y a beaucoup de chercheurs qui travaillent dessus parce que si on réussit à le faire, on pourra conduire nos motos avec des carburants, avec des carburants bio. On pourra euh, utiliser du gaz aussi avec du carburant bio. On aura de l'essence en fait, on aura du pétrole, on peut aller jusqu'au kérosène avec la biomasse. Donc, c'est une technologie d'avenir et celui qui veut se lancer dans une recherche, je pense que l'Afrique ferait bien de, de prendre les choses en main. Voilà, l'Afrique se ferait bien de voir ce côté-là aussi. Et voilà, j'en ai fini. Oui, j'en ai fini. Faiza, merci beaucoup. Ok, merci beaucoup, Casimir. On va passer à la deuxième partie. Est-ce que tu peux partager là-bas ton écran? Ok, c'est d'accord. Oui, je vois une main levée là. Quelqu'un veut parler? Faiza, je peux partager si c'est comment? Non, juste une minute, je vais essayer de partager. D'accord.
Ok, vous voyez un peu mon écran. Vous essayez d'avoir mon écran ou bien je... Oui, c'est Confirmez-moi. bon. Oui, oui, c'est bon. Ok, merci beaucoup. On va passer à notre deuxième partie qui concerne l'énergie solaire. Donc, on va essayer de venir un peu sur un peu que veut dire solaire, pourquoi le solaire, pourquoi on entend beaucoup parler, parce qu'il faut savoir que l'énergie solaire, c'est vraiment le moteur de la vie, au fait, sur Terre, parce que l'énergie, elle est émise par le soleil, bien sûr, sous forme de plusieurs rayonnements. Ça peut être direct ou diffus. Et de nos jours, lorsqu'on voit un peu le vent, tout ce qui concerne le cycle de l'eau, la photosynthèse, le climat, tout ça, on peut pas passer sans parler de l'énergie parce que aujourd'hui, sans le soleil, je sais pas vraiment le vent. Est-ce qu'on peut dire, est-ce qu'on aura le vent parce que le vent, c'est un peu le résultat de la différence de température entre le chaud et le froid. On a aussi le cycle de l'eau, par exemple, tout ce qui est évaporation, précipitation, la photosynthèse au niveau des plantes. Et dans tout ce qui est application humaine, on peut dire que cette énergie elle est transformée en trois catégories, la chaleur, soit l'électricité, soit la biomasse. Donc, je peux apporter juste quelques, on peut dire, quelques, quelques notes pour dire que l'énergie solaire, ça désigne un peu l'ensemble des formes d'énergie obtenues à partir du rayonnement solaire. En particulier, on parle soit de la chaleur ou bien de l'électricité. On parle ici de, je vais essayer d'évoquer un peu la sphère gazeuse ou bien l'énergie solaire en termes de composantes. C'est constitué uniquement de l'hydrogène et beaucoup plus de l'hélium. L'hydrogène à 80% et l'hélium à 1%. Il faut savoir que l'énergie a plusieurs caractéristiques et il a plusieurs caractéristiques en fonction de sa masse. On a aussi la densité au centre qui est de 76 fois 10 3 km par mètre cube. Et la masse du Soleil, elle est en fonction de... Euh, lorsqu'on compare un peu la masse du Soleil et celle de la Terre, on voit que la masse du Soleil est sensiblement égale à 33 000 fois celle de la Terre. Et on dit qu'aujourd'hui, le Soleil il est âgé de 5,1 milliards d'années, avec son diamètre de 1392 000 km². Parce que lorsqu'on parle un peu d'énergie solaire, aujourd'hui, on essaie de savoir que est-ce que il faut qu'on comprenne un peu les différentes composantes pour savoir est-ce qu'on parle juste de l'énergie est constituée de quoi? Donc, il faut savoir qu'on parle un peu de la température de surface. Déjà, on est à 5800 Kelvin. Et cela fait, nous donne l'opportunité de savoir, lorsqu'on parle de soleil, on parle de quoi? Ce sont juste des rayonnements, et voilà, des rayonnements. Et le soleil, il nous émet des photons grâce à des longueurs d'onde bien définies. Par exemple, lorsqu'on dit, aujourd'hui, on parle des rayons X, des rayons gamma, on parle de tout ce qui est rayons visibles. Les rayons visibles et UV, ce sont des rayonnements que le soleil nous émet et c'est grâce à ces rayonnements que nous, aujourd'hui, on peut parler de l'énergie solaire. Donc, on a le visible qui est dans le tranche de longueur entre 400 à 800, de 400 à 800. Vous m'entendez, n'est-ce pas? Oui, oui, c'est bon à mon niveau. Hello? Oui, on vous entend, on vous reçoit. On vous Ok, reçoit. s'il vous plaît, dès que je me déconnecte ou bien dès qu'il y a un problème de réseau, please, faites-moi signe. Faites-moi signe, bien sûr, d'ouvrir carrément le chat et parler, s'il Pas vous de plaît. souci.
Ça marche. D'accord, on parle des rayonnements, on parle des rayons très courts, c'est le cas des rayons X et gamma. Et ici, ils sont très énergétiques, mais à la fois très dangereux et parce que c'est arrêté par l'atmosphère. Et on a aussi les rayons visibles et UV. Des fois, la lumière elle est perçue par l'œil. L'UV, ils sont très utiles, mais peuvent être nocifs en excès. Aussi, on a les rayons IR, les infrarouges, qui sont responsables ici de la chaleur du soleil. Et on a aussi les ondes, on parle ici aujourd'hui des ondes radio qui sont faibles et l'énergie faible à la surface est utilisée comme dans tout ce qui est télécommunication et autres. Donc ici, chaque longueur d'onde a des spécificités, a des plages bien déterminées, et on voit ici que l'UV, on est entre 200 et 400 nanomètres, le visible 400-800 nanomètres et le LIR entre 800 et 1400 nanomètres. On va... OK. Aujourd'hui, on parle un peu de tout ce qui est énergie, mais il faut savoir que l'énergie solaire, on utilise l'énergie solaire grâce à diverses technologies, on peut convertir l'énergie solaire en électricité ou en chaleur. Souvent, les gens oublient le côté chaleur parce que la première, on peut dire, nécessité pour nous en Afrique, c'est beaucoup plus l'électricité, mais il faut savoir que dans d'autres, on peut dire dans notre pays ou bien dans notre continent, les gens utilisent beaucoup plus l'énergie solaire aussi pour le côté tout ce qui est chaleur. Donc, il y a 3 filières d'exploitation de l'énergie solaire aujourd'hui. On a l'énergie solaire thermique. Le type d'énergie utilisée, c'est la chaleur. Et la technologie utilisée sont des capteurs plans. Par exemple, on utilise dans l'eau chaude, les chaudières. On a l'énergie photovoltaïque, c'est l'électricité, et l'énergie thermodynamique aussi, l'électricité. Ici, on parle de tout ce qui est panneaux solaires et tout ce qui est CSP, concentration solaire. L'énergie solaire photovoltaïque, ça, sinon, on va entrer un peu dans le vif des sujets. Donc ici, le soleil, on utilise le soleil comme source lumineuse principale en raison de son intensité. Et on a la plus petite cellule qu'on appelle wafer, c'est l'élément de base de la conversion de l'énergie solaire. Donc, dans ce cas, et ce wafer, il est fait à base du silicium. Donc, le silicium, c'est un semi-conducteur. Ici, les photons, ils transfèrent de l'énergie aux électrons dans la jonction PN. Donc, la jonction, c'est juste des dopages. Ici, on a le silicium dopé P+, et ici, on a, en bas, on a le silicium d'OTN+. Donc, les électrons se déplacent, générant ainsi un courant électrique continu CC par la suite qui va être converti en courant alternatif. C'est grâce à des onduleurs pour une utilisation domestique, par exemple pour les usagers à la maison ou bien pour une utilisation industrielle. Donc, mais il faut savoir qu'ici, le courant il est toujours récolté par des fils métalliques qui sont soudés dans la jonction PN. Donc, il y a plusieurs technologies de cellules photovoltaïques. Ici, on a les technologies de cellules photovoltaïques en silicium. On a les cellules monocristallines qui sont, et même dans les cellules photovoltaïques cristallines, on a plusieurs technologies. On a la technologie TOPCon, le PERC, l'hétérojonction. Donc, ici, les cellules ils sont solidifiées en un seul grand cristal. Et souvent, lorsqu'on voit le monocristallin, c'est beaucoup plus bleu uniforme. Donc, actuellement, ils ont un très bon rendement. Actuellement, le rendement, avant, il était de 17%. Actuellement, on peut aller jusqu'à 23%. Et même pour les recherches, on voit bien qu'on peut aller jusqu'à 27%. Mais les 27%, c'est juste à l'échelle labo. Mais maintenant, à l'échelle à l'échelle commerciale, on est à sensiblement 23%.
Donc ici, il a quelques inconvénients par rapport à la cellule polycristalline. Le coût est un peu élevé et lorsqu'on a des faibles éclairements ou bien des faibles radiations, ils sont moins efficaces. Par la suite, on parle aux cellules polycristallines. Donc, le silicium, il est refroidi durant plusieurs phases ou bien durant plusieurs cristaux. Donc, leur couleur, c'est beaucoup plus bleu, non uniforme, avec des motifs. Donc, la différence, c'est beaucoup plus au niveau des motifs ou bien au niveau des wafers. On va voir que pour les cellules monocristallines, vous allez voir qu'elles sont toute la cellule, on va dire toute la plus petite cellule, c'est uniforme. Mais arrivé dans la cellule ou bien dans le monocristallin, on peut voir que le bleu, il est non uniforme avec des motifs différents. Donc, aujourd'hui, on parle d'un rendement de sensiblement 18%. Il est moins cher que tout ce qui est cellule monocristallin. Donc, et pour tout ce qui est, il y a des cellules aussi amorphes, on voit un peu que ce sont des siliciums non cristallisés, juste déposés sur un verre. Mais ici, il a des avantages. Par exemple, il fonctionne avec juste des faibles éclairements. Il a un coût réduit. Et même si aujourd'hui, on voit que les cellules amorphes, on voit un rendement juste de 9% à l'échelle commerciale. Et ça, c'est en plein soleil. Et ce sont des cellules où on note vraiment des dégradations des performances dans le temps. Donc, ils sont très fragiles. Mais il y a d'autres cellules aussi, hors silicium. On parle aujourd'hui des couches minces, du CDTE, donc du cadmium et des tellures. Donc, et ici, on va voir que le rendement, il est entre 10 à 16%. Souvent, ce genre de cellules, c'est à l'échelle beaucoup plus labo. Mais ils ont un faible coût de fabrication et ils ont beaucoup d'inconvénients, parmi lesquels on dit que on parle un peu de la toxicité. Parce que le cadmium, il est toxique. Et on a aussi le cuivre, gallium, sélénium. Donc, dans ce genre, ce sont des couches minces aussi. Donc, on voit que le rendement, on les déteste à 20%. Et il y a cette flexibilité, en fait. Ils sont très flexibles. Ils ont un bon rendement. Souvent, on parle des couches minces, surtout les gens les bâtiments. Aujourd'hui, on parle des cellules. Par exemple, en Europe, vous allez voir tout un building construit en solaire. Et souvent, on utilise des couches minces, des cellules beaucoup plus flexibles, ou bien souvent dans les montres aussi. Donc, mais cette technologie a plusieurs inconvénients. On parle un peu de la complexité de fabrication des matériaux et des matériaux qui sont souvent, des fois, sont aussi rares. Donc, il y a aussi des cellules organiques composées de polymères et d'organiques. Ce sont des cellules actuellement en recherche beaucoup plus labo, 3 à 11%, qui sont plus souples que les couches minces. Donc, avec un faible rendement et une durée de vie très limitée aussi. Donc, dans ce sens, on a aussi les perovskites et ce sont des cellules hybrides. Apparemment, les recherches ils s'orientent beaucoup plus sur tout ce qui est cellules perovskites et tout, parce qu'apparemment, pour des années plus tard, il s'avère que cette technologie, elle est très prometteuse avec un bon rendement. Mais apparemment, il y a un problème de stabilité pour le plomb parce que lors de l'hétérojonction surtout. Aussi, il y a la cellule qui sont sensibilisées à base de colorants, plus les électrolytes, les électrolytes et tout. Donc, ce sont des recherches actuellement qui sont en cours, en fait. C'est pourquoi on a des rendements de 5 à 12%. Et les avantages, ce sont des cellules beaucoup plus transparentes, efficaces et beaucoup plus en lumière diffuse. Donc, les inconvénients, ils sont beaucoup plus... la dégradation, elle est trop rapide. Et aussi le coût. Le coût en termes de coût et l'efficacité, ce sont des cellules où on voit l'efficacité, elle est minime, vraiment. Et en dernière position, on a les multijonctions. Ce sont des cellules comme les hétérojonctions, mais on peut poser plusieurs jonctions. Par exemple, on peut poser le cadmium, le tellure. Après, on a le INP, le gallium. Donc, on peut faire plusieurs couches au fait des cellules. On peut dire, si c'est 2, par exemple, on a le bijonction. Si c'est 3, ainsi de suite. Donc, on peut faire plusieurs jonctions des
de dopage, PN ou bien NP et tout. Donc, ils ont dit qu'actuellement, les inconvénients, on peut dire, sont des cellules très coûteuses et réservées aux usages très spécifiques. Donc, bon, je vais essayer de donner un peu ici les paramètres essentiels pour le dimensionnement. Je pense que la majeure partie de nous ici, ils ont des profils beaucoup plus énergie renouvelable ou bien ingénieur électrique. Donc, je pense que la première des choses qu'on essaie d'évaluer lorsqu'on est en train de faire un projet ou bien de réaliser un projet, c'est de voir un peu tout ce qui est l'irradiation globale en termes annuels ou bien en termes journaliers. Par la suite, on va voir un peu la localisation. Quel emplacement on veut mettre notre centrale solaire ou bien notre petite installation. Donc, on va voir un peu l'orientation, l'inclinaison, parce que tous ces paramètres sont vraiment importants. Des modules et aussi l'ombrage, parce que l'ombrage, on ne peut pas installer un panneau et après, on va voir les arbres à côté qu'on n'a pas vu et espérer voir avoir un bon, avoir des puissances, que le panneau fonctionne à sa puissance maximale. Ça peut pas se faire. Et aussi les besoins énergétiques importants, les besoins énergétiques. Et souvent, on demande de faire de la consommation journalière ou annuelle, mais ça ne suffit pas. Il faut essayer de voir un peu le comportement de votre facture énergétique ou bien le comportement des charges. Par exemple, on peut lister toutes les charges de la maison, mais lorsqu'on ne comprend pas les pics de production, par exemple, ou bien les charges permanentes, les charges flexibles, et aussi quelles sont maintenant les charges prioritaires. Ça, c'est aussi très important parce qu'on peut dimensionner une centrale solaire et après, on peut dire que non, peut-être l'ingénieur a mal dimensionné ou bien voilà, le solaire, ce n'est pas prometteur. Il faut prendre aussi toutes ces dispositions, savoir les charges permanentes, les charges flexibles. Et en cas de, voilà, on veut une autonomie par exemple, de 2 heures, 3 heures pour les batteries, par exemple. Il y a une chose aussi, il faut voir aussi, si vous, par exemple, aujourd'hui, à la maison, vous dites que voilà, vous avez 3 PC portables. 3 PC portables et un frigo. Demain, vous allez ajouter le deuxième frigo. Ça ne peut pas se faire. Donc, dès le premier jour, vous allez faire l'inventaire comment on appelle, des besoins. Il faut énumérer qu'il y a X, on peut dire, il y a X besoins qui ne sont pas, qu'on va inclure, même si ça va nous coûter en termes on peut ajouter peut-être 2 à 3 panneaux ou 4 panneaux, mais ça ne va pas impacter, au fait, toute la production. Et comme ça, vous allez atteindre un peu cette, comment on appelle, vous allez avoir la continuité de service, au fait, pas que, voilà, on vient avec les charges que vous avez dites, parce que souvent, il y a des gens, ils ont plusieurs appareils à la maison, mais lorsque l'ingénieur va venir, il va faire le recensement, il dit que non, que j'ai juste X appareils à la maison, c'est pas ça. Mais en réalité, il a tous ces appareils à la maison et ces appareils, ils consomment trop, ils en consomment trop, peut-être, par exemple, tout ce qui est ménager. Ils consomment. Donc, il faut énumérer toutes les charges qui sont là, les charges prioritaires, les charges qui ne sont pas prioritaires. Et il faut voir aussi un peu si on peut ajouter quelques puissances, on peut dire, surplus, au fait, en termes de consommation journalière. On peut ajouter, par exemple, on peut faire, il y a comment on appelle, des estimations pour 2 à 3 kilowatts. Je dis juste à titre d'exemple, 2 à 3 kilowattheures pour éviter un peu, pour avoir la continuité des services et pour s'assurer qu'on a l'électricité H24 ou bien pour 8 heures ou bien pour 6 heures. Donc, et aussi la surface et la disponibilité, il faut savoir que c'est une installation sur toiture, ombrière ou bien voilà, et sur le sol. Il faut aussi prendre en compte le rendement des panneaux. On dit souvent qu'aujourd'hui, les panneaux monocristallins, ils sont promoteurs, mais ce n'est pas vrai, ce n'est pas pour toutes les zones. Par exemple, je sais qu'en certains coins d'Afrique, tout ce qui est panneaux polycristallins, c'est bien. Et ils ont fait des études au préalable pour voir un peu avec l'irradiation globale, avec les études au fait, de localité, que c'est tout ce qui est panneaux polycristallins bien. Donc, des fois, vous allez être choqué pourquoi vous allez dire à un ingénieur ou bien au cabinet qui a fait votre dimensionnement, il faut le demander. Est-ce qu'aujourd'hui, on a besoin des panneaux mono ou bien polycristallins ou bien amorphes? Mais on ne peut pas aller à amorphe actuellement, beaucoup plus mono et poly. Donc, il faut le demander pourquoi
voilà, il a choisi le mono. Est-ce qu'il a fait des études préalables ou non? C'est dans ce sens. Donc, et deuxièmement, il faut aussi parler de le stockage un peu, parce que il faut choisir aussi la technologie du stockage. Est-ce que c'est lithium-ion battery ou bien plomb pour l'autonomie de la consommation. Et aussi, il faut parler, voilà, j'ai déjà parlé du type de technologie, le coût et l'entretien. Je vais énumérer quelque chose sur la partie entretien des panneaux. C'est important. Pourquoi? Il faut de temps en temps, ou bien je ne sais pas, pour 6 mois ou bien 3 mois, je ne sais pas, il faut toujours avoir un contrat de maintenance. Au fait, le cabinet qui a fait, je ne sais pas, l'installation, ou bien les ingénieurs, ou bien si c'est vous-même, vous avez fait l'installation, pensez à comment nettoyer ces panneaux, parce que des fois, ce n'est pas juste le vent, hein, il y a des oiseaux qui passent, des fois, c'est beaucoup plus en ce temps, par exemple, il y a la pluie dans quelques pays africains. On peut dire que okay, l'eau peut faire l'affaire, mais il faut de temps en temps passer voir est-ce que vraiment les cellules sont bien nettoyées. Parce que beaucoup plus, le côté PV, la sensibilité, c'est la maintenance. Le côté le plus sensible, c'est la maintenance. On peut installer des cellules de 3 MW, 4 MW, des centrales solaires. Mais lorsqu'on n'essaie pas d'entretenir, en fait, on peut dire que c'est un investissement raté. Et aussi, pour les usages, est-ce qu'on va utiliser dans les logements, dans les zones ruraux, ou bien dans les bâtiments publics, ou bien dans les sites isolés? C'est différent aussi parce que ici, par exemple, dans les hôpitaux, on ne peut pas juste dire que voilà, on va faire juste une installation solaire et voilà, et partir sans les UPS ou bien les installations des secours. Je ne sais pas si c'est à base de groupes électrogènes de secours ou bien on va essayer d'ajouter des batteries supplémentaires. Donc, ça diffère. Et aussi, par exemple, à la maison, est-ce que vous allez faire 100% isolé ou bien vous allez injecter au réseau ou bien vous allez utiliser des inverseurs. Donc, tantôt, vous êtes sur le réseau de la SNE, par exemple, la journée, vous utilisez, par exemple, votre PV. La nuit, si votre réseau est stable, vous avez H24 de l'électricité, vous pouvez balancer. Donc, tout ça, c'est important. Donc, on va parler un peu de l'énergie solaire thermique. Donc, on a parlé un peu de l'énergie solaire. Actuellement, on va parler un peu de l'énergie solaire thermique. Donc, il utilise la chaleur émise par le rayonnement solaire. Donc, ici, c'est beaucoup plus les ondes électromagnétiques qui sont générées par des photons. Et la conversion thermique s'effectue dans un capteur solaire, aussi appelé capteur héliothermique ou bien capteur photothermique. Donc, ici, l'énergie thermique, on a plusieurs applications. La production d'eau chaude, par exemple, sanitaire, et aussi le séchage des récoltes, tout ce qui est chauffage des maisons, et aussi dans tout ce qui est réfrigération par absorption pour les bâtiments, le chauffage de l'eau aussi dans les piscines pour certains pays. Donc voilà, je viens de parler ici, voilà. Donc c'est un peu ça, un exemple. On a des capteurs solaires qui sont ici sur la toiture. On a ici tout ce qui est circuit de chauffage. Ici, ça c'est l'eau chaude sanitaire, ça c'est l'eau chaude sanitaire et ça c'est la chaudière. Et ça c'est le ballon de stockage de l'eau chaude sanitaire. Ici, on a un système aussi de régulation pour réguler, par exemple, la quantité qui va entrer dans le circuit et tout. Donc ici, les capteurs solaires ici, ce sont des capteurs plans. Ils absorbent un peu le rayonnement, ils le convertissent en chaleur, ils transfèrent dans un fluide caloporteur. Ici, le fluide caloporteur ici, ça dépend maintenant de la nature de n'importe quelle, par exemple, installation. Et pour être efficace, ils doivent avoir un fort pouvoir d'absorption. Surtout ça, c'est important. Il faut voir un peu, est-ce que ce fluide, il a un bon pouvoir d'absorption et une faible émission à infrarouge, surtout en termes de IR. Donc, ce sont des absorbeurs. Ici, beaucoup plus, on parle de la sélectivité en termes d'absorbeurs. Donc, on a fini un peu avec l'énergie thermique. L'énergie thermique, il faut en un mot, c'est l'énergie qu'on utilise souvent dans tout ce qui est, dans ces genres d'applications. Surtout pour tout ce qui est eau chaude sanitaire, la production d'eau chaude, pour tout ce qui est éléments de séchage, j'allais dire. Et en même temps, le chauffage des piscines, parce que dans certains pays, chauffer des piscines avant d'aller, par exemple, à la natation, par exemple, il faut chauffer. Donc, on utilise beaucoup plus la technologie thermique.
Donc, on va essayer de parler un peu de l'énergie solaire thermodynamique. Donc, le principe de fonctionnement, c'est à base des rayons solaires au moyen des miroirs galbés et un foyer placé sur un tour qui emmagasine les calories pour les restituer ensuite sous forme mécanique. Et grâce à une turbine à vapeur, par exemple, on peut générer de l'électricité. Donc, en général, on a plusieurs capteurs à concentration. On a les capteurs paraboliques, cylindres paraboliques, les miroirs de Fresnel et tout ce qui est central autour. Donc, voilà un peu un exemple, la classification des capteurs à concentration. On a ici des capteurs paraboliques. Donc, ils ont un fonctionnement autonome avec une parabole qui est réfléchie, voilà, et un moteur Stirling placé au foyer. Donc, voilà, on a le foyer ici. Donc, la concentration de rayons solaires avec un rapport de sensiblement 4 fois 10 expotoires. Et la température, ils peuvent atteindre entre 500 et 1000 degrés Celsius. Donc, l'avantage principal, on peut dire que c'est vraiment ils sont adaptés au site sans recours au réseau. Mais ils ont quelques inconvénients aussi, l'absence de système de stockage de chaleur. Donc, voilà un peu comment ressemblent les capteurs paraboliques. Il y a aussi les capteurs cylindro-paraboliques. Donc, ici, les capteurs cylindro-paraboliques, on peut dire que c'est le même principe. Donc, mais ici, on n'a pas ici, comment on appelle les paraboles sont un peu différentes. Donc, ici, on a les miroirs mi-cylindriques alignés en parallèle. Donc, voilà, ces miroirs, ils sont alignés en parallèle. Et les miroirs, ils pivotent autour d'un axe horizontal. Voilà l'axe horizontal. Et par la suite, on aura la concentration des rayons solaires sur un tube central. Voilà, on peut dire, voilà, 7 sur le tube central. Il y a un fluide caloporteur. Souvent, ce sont les huiles végétales. On peut l'utiliser comme l'huile végétale. Et de nos jours, il y a des technologies aussi, les matériaux à changement de phase, aussi les MCP. On utilise ce genre de fluide caloporteur. Donc, ou bien les huiles synthétiques aussi. Donc, et les tuyaux, ils absorbent la chaleur, permettant au fluide d'atteindre jusqu'à 500 degrés Celsius. Et les miroirs de Fresnel, ou bien, je pense qu'ici, ils ont essayé de façonner du verre en forme parabolique, parce que déjà, pourquoi on essaie de créer plusieurs technologies? On peut se limiter au miroir cylindro-parabolique ou bien au miroir parabolique, mais ici, à cause du coup, au fait, de tout ce qui est miroir parabolique ou cylindro-parabolique, on a essayé de trouver des alternatives comme les miroirs de Fresnel. Pourquoi? Parce que c'est un miroir, ils sont plans, même en termes de tout ce qui est technologie, je pense que c'est beaucoup plus aisé de construire des miroirs plans qui vont être disposés en série, par exemple ici. Et après, avec le principe il y a toujours ce principe de concentration. Donc, il y a un point focal où toute l'énergie va être concentrée et chaque miroir, il peut poursuivre un peu le soleil et concentre les rayons sur un tube. Par exemple, ici, le tube devant, par exemple, le tube, il est beaucoup plus aligné avec les miroirs de Fresnel. Donc, on a toujours le fluide caloporteur et les températures ici, c'est 500 degrés, mais des fois, on peut aller à 800 degrés aussi. Donc, et après, on a la génération de vapeur. La vapeur va alimenter une turbine et la turbine va toujours produire de l'électricité comme les autres centrales, que ce soit la centrale avec un miroir cylindro-parabolique ou bien avec des capteurs cylindro-paraboliques ou les capteurs paraboliques. Donc, c'est toujours le même fonctionnement. On chauffe grâce à un fluide caloporteur. Déjà, on a un fluide caloporteur, on a le miroir ou bien on a tout ce qui concerne les capteurs. Et le rayonnement, ça chauffe. Et dès que ça chauffe, ça engendre un peu le steam drum. Le turbine va essayer de tourner et on va générer un peu l'électricité. Donc, le système, il fonctionne grâce à un cycle direct sans échangeur de chaleur aussi. Donc, et sans oublier la centrale à tour, bon, c'est presque le même principe.
Donc, mais ici, on a tout ce qui est héliostat, pas vraiment par exemple, des miroirs plans ou bien des miroirs paraboliques, mais beaucoup plus des héliostats. Donc, je pense qu'on va passer un peu à l'énergie hydraulique. Donc, ici, la fois dernière, on a essayé d'évoquer un peu les potentiels, la potentialité que l'Afrique dispose en termes d'énergie hydraulique. Donc, je vais juste ajouter quelques compléments et voir un peu les avantages, aussi les inconvénients. Donc, on a dit que l'énergie hydraulique ou bien les autres diapos, on utilise toujours le mouvement de vent, c'est-à-dire que ce soit les chutes de chaudière, les rivières, les lacs, même les marées, les vagues. Donc, pour produire de l'électricité via une centrale hydroélectrique. Donc, ici, on a premièrement le barrage qui est là, qui retient l'eau. Ensuite, l'eau, il est libérée dans une conduite forcée, toujours. Ensuite, elle tourne la turbine qui est ici, voilà, couplée à un alternateur. Et en plus, le courant est transformé pour le transport à haute tension. Donc, c'est juste, il faut savoir que c'est le même, le processus de step, en fait. Donc, on a toujours une source, ça peut être la rivière, lac, avec une forte, ou bien ça dépend maintenant des spécificités, par exemple, en termes d'écoulement d'eau. Donc, après, on a une source qui retient l'eau. C'est ça la partie la plus importante. On a une conduite qui est forcée, turbine, alternateur, la transformation. Donc, et après, on a les lignes de transmission, que ce soit à haute tension. Et l'avantage ici, donc, on a dit que c'est une source renouvelable et tout, c'est la puissance du stockage. Donc c'est vraiment une énergie qui est puissante et on peut y stocker. Donc, des fois, on peut dire qu'il y a certaines énergies, ce n'est pas facile de stocker. Mais ici, avec l'énergie hydroélectrique, on peut stocker de l'énergie. Et même dans les périodes où, par exemple, on peut dire que voilà, il n'y a pas d'eau ou bien on a les montées d'eau, c'est vraiment facile. Avec les technologies STEP, ça peut faire l'affaire. Donc, l'inconvénient, donc certains, pour tout ce qui est climat, on peut dire qu'il y a la biodiversité. Donc, on peut dire qu'il y a tout ce qui est, il y a certains, on peut dire, les environnementalistes vont dire que voilà, ça permet, il y a des poissons à l'intérieur et de l'eau. Et ça peut pas, on peut dire, on est en train d'écraser un peu l'espèce animale, au fait. Mais il y a aussi le risque de rupture du barrage, souvent dû à des pressions. Peut-être on a le rupture du barrage et ça peut causer le déplacement de plusieurs populations. Donc, je pense que on va finir ici et peut-être s'il y a des questions, on pourra répondre. Donc, j'ai oublié d'énumérer, au fait, il y a quelques éléments à tenir compte lorsqu'on va essayer de parler un peu des centrales hydroélectriques. On voit beaucoup plus la location, c'est OK, le stockage aussi, mais on voit beaucoup plus le débit d'eau. C'est très important. Le débit d'eau, c'est vraiment important en tel enseigne que lorsqu'on essaie de calculer la puissance historique, en fait, on essaie de voir la densité de l'eau, la gravité, le rendement global, le volume d'eau disponible toujours, et aussi la hauteur de chute. Par exemple, la différence du niveau entre l'amont et l'aval, par exemple en mètres cubes. On doit revoir tout ça. Donc, et on doit aussi voir est-ce que le barrage, il peut stocker de l'énergie potentielle ou non. Donc, ça, il faut être, on doit revoir tout ça avant de vouloir voilà, implanter une centrale hydraulique. Donc, mais il faut savoir aussi, lorsqu'on veut installer des centrales hydrauliques, il faut savoir, est-ce qu'on peut construire un peu les lignes, parce que le côté transmission, est-ce qu'on peut desservir juste une zone ou bien on va desservir une grande zone, une petite zone. C'est aussi très important. Donc, je pense que voilà, je vais m'arrêter là pour des questions. S'il y a des parties qui ne sont pas comprises, on peut essayer de les répondre. Monsieur Casimir, vous êtes là? Oui, merci beaucoup, Faiza, pour
présentation. On va attendre les photos. Oui, je vois Sidi qui a levé la main. Certaines personnes peuvent poser aussi les questions dans les chats et comme ça, on pourra répondre. Bonsoir à tout le monde. J'espère que vous me recevez. Oui, on t'écoute. Ok. D'abord, merci bien au formateur pour la brillante présentation. C'était vraiment édifiant. J'ai deux questions. La première concerne l'énergie éolienne. Les paramètres dont vous avez demandé de tenir en compte pour le choix d'une centrale éolienne, est-ce que tous ces paramètres sont obligatoires et incontournables ou bien il y a des paramètres prioritaires et d'autres qui sont secondaires? Ça, c'est la toute première question. Et maintenant, ma seconde question, c'est maintenant, actuellement, ces dernières années, on est en train d'entendre parler de green hydrogène. Bon, dans le plan de la présentation de la formation, je n'ai pas vu mentionner l'aspect green hydrogène. Je ne sais pas si on y arrivera ou pas. J'aimerais avoir une petite idée de ce domaine. Merci bien. Merci beaucoup, Sidi. Je ne sais pas si je peux commencer directement à répondre ou il y a quelqu'un d'autre qui a levé la main. Bon, les priorités des paramètres, comme j'ai dit, voilà, je vais repartager mon écran. Comme ça, c'est beaucoup mieux. Parce que tout se dit dans la formule. C'était là. Je ne sais pas si vous voyez mon écran. Vous ne voyez pas mon écran, j'imagine. Non, on ne la voit pas encore. OK. C'était là, dans la formule de la puissance. Là, dans la formule de la puissance, ce qui influence directement la puissance doit être pris en compte. Vous voyez, si on veut maximiser la production, la vitesse, ça, c'est incontournable. Et si tu veux prioriser ça, moi, je préférerais de tenir compte d'abord de la vitesse. Mais en tenant compte de la vitesse, tu vas répondre à toutes les questions là. Parce que pour avoir une bonne vitesse, il faut que ça soit, il faut qu'il y ait pas, il faut qu'on ne soit pas dans un terrain rugueux, il faut qu'il n'y ait pas de turbulence, il faut qu'on soit en hauteur, parce que on a dit que la vitesse varie en fonction de la hauteur. Il faut que la vitesse varie aussi en fonction de la rugosité de la terre, parce que les turbulences peuvent déranger le site. Donc, en tenant compte simplement de la vitesse, on va déjà avoir une bonne puissance. Deuxièmement, le rayon des pales, parce que c'est à la puissance 2. On a dit que l'air du pal, c'est pi fois r au carré. Et en modifiant un peu le r au carré, on peut gérer certaines choses. Ce qu'on ne peut pas modifier, c'est la qualité de l'air, par exemple, le rho que vous voyez là. Le rho, c'est la masse volumique de l'air. C'est la masse volumique de l'air. Là, on ne peut pas modifier. Regarde. Et on voit même que dans la formule, il n'influence pas beaucoup la puissance. Mais sinon, le reste, là, on peut gérer. L'accès aussi, je pense que si on n'a pas accès, par exemple, à un système de transport, déjà, on ne peut pas installer la chose parce que voilà. Et il faut que le réseau électrique soit aussi à côté pour pouvoir injecter notre puissance dessus. Il y a des choses qui ne sont pas négociables, mais est-ce qu'il faut attendre 100%? Non. Je ne dis pas ça. Ça dépend des puissances qu'on va installer. Mais si on est sur un site très optimal, on minimise l'investissement parce qu'on a des bonnes conditions. Quand on est sur des bonnes conditions, les gens vont jusqu'à chercher à installer les éoliennes sur la mer parce que c'est plus stable là-bas. Là, le rendement est beaucoup plus intéressant parce que peut-être on cherche la puissance, mais souvent c'est beaucoup mieux de voir est-ce qu'avec un petit investissement, on va voir
après, en termes d'investissement, on va voir ça. Mais à un moment donné, il faut que ce qu'on arrive à installer, qu'on puisse avoir le maximum dans ce qu'on installe, en fait. Moi, j'ai décidé, par exemple, d'installer les PV ou bien l'éolienne de 1 kWh, par exemple. C'est un exemple. Mais on a tellement mal dimensionné, on a mal orienté le PV ou bien l'éolienne qu'on n'arrive pas à avoir même le quart de notre rendement, le rendement que notre matériel peut avoir. Parce que quand on dit, par exemple, que le PV peut donner 35% de rendement, c'est dans des conditions idéales. Mais nos conditions n'étant pas idéales, il faut quand même s'approcher de ça pour avoir ces rendements-là. Vous voyez un peu. Donc, mais c'est qu'on doit tenir en compte, comme j'ai dit, chercher à avoir la vitesse du lieu, la vitesse du vent du lieu. Et est-ce que ce vent-là est propre? Est-ce qu'il ne subit pas beaucoup de turbulences? Parce s'il y a beaucoup de turbulences, on peut casser nos pales facilement. Vous voyez un peu. Et est-ce qu'on a le rayon qui va avec pour les pales? Moi, franchement, c'est les deux conditions-là que je vais poser d'abord, sachant que pour réunir les conditions d'une bonne vitesse, il faut chercher. Il faut chercher un très bon cycle. L'espace bien déballé, très grand, pas d'obstruction, pas de forêt, pas de montagne, ainsi de suite. Et pour ta deuxième question, l'hydrogène, en fait, il y a beaucoup d'énergie. Il y a tellement des énergies renouvelables qui sont en développement que si on va énoncer ça ici, la formation peut-être, la formation va prendre plus d'un mois. L'énergie piézoélectrique, l'énergie hydrogène, il y a beaucoup d'autres sources d'énergie encore qu'on peut exploiter. Mais l'hydrogène aussi, c'est assez intéressant, c'est assez intéressant, mais si vous voulez, dans la comparaison technico-économique, je vais essayer d'intégrer ça pour qu'on puisse voir. Parce que pour le moment, le développement n'est pas encore au haut niveau. C'est comme l'énergie de la fusion de la fusion nucléaire, là. Vous connaissez le soleil que les Chinois, on dit le soleil chinois, là. C'est fait la fusion nucléaire. Ça, c'est aussi renouvelable. On peut parler de ça aussi. On n'a même pas parlé de l'énergie nucléaire aussi, qui est normalement mi-renouvelable, mi-fossile, mais qui est assez intéressante. On pouvait parler aussi de ça. Mais le temps est très peu. Même pour énoncer les 4 énergies, on est en train d'aller vraiment à l'essentiel et ce n'est pas évident. Et voilà, merci beaucoup. Mais pour l'hydrogène, c'est un bon point. Je vais essayer d'apprêter ça pour la séance sur l'étude technico-économique. Oui, Dramé, on t'écoute. Et Sabine aussi, c'est ça? Dramé après Sabine. Ok, merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Et encore une fois, on vous remercie pour cette belle opportunité. J'ai quelques questions à vous poser. Ma première question, c'est pourquoi l'air se déplace-t-il d'une zone de haute pression vers une zone de basse pression? La deuxième question, c'est-à-dire quelle est la place de la bioénergie dans la transition énergétique? Merci. Merci beaucoup, Dramé. La place de la bioénergie. OK. Sabine peut carrément entamer avec sa question, comme ça on va répondre en même temps. Ok, merci beaucoup à vous et merci à la dame pour sa brillante présentation. Moi, j'ai 2 questions. Par rapport à votre explication tout à l'heure, vous avez parlé du nucléaire comme étant une énergie renouvelable. Maintenant, ma question est de savoir, est-ce que c'est J'ai dit le nucléaire? Je n'ai pas confirmé. Donc, semi-renouvelable. Ouais. Ah, ok. Sinon, on a tendance à dire que bon, c'est plutôt une énergie propre, mais qu'elle n'est pas une énergie renouvelable. Donc, j'aimerais savoir, est-ce que le nucléaire, l'énergie nucléaire est une énergie renouvelable ou bien c'est plutôt une énergie propre? Et ma deuxième question, c'est de savoir, lors de la présentation de la DAMPA tout à l'heure, elle a abordé les 2 technologies de l'exploitation de l'énergie solaire.
telles que l'énergie photovoltaïque et puis l'énergie thermique. Maintenant, ma question est de savoir, dans les conditions africaines, tout et tout, adaptées je vais dire conditions africaines, quelle technologie sera la mieux adaptée en Afrique en fait? Ok, je ne sais pas, Faiza, tu peux commencer à répondre ou bien je peux aller. Excusez-moi. Oui. Bon, j'avais pas fini avec ma question tout à l'heure, c'était la connexion qui avait fait que... Oui, oui. Je demandais plutôt à savoir quelle technologie sera la mieux adaptée en Afrique, puisque avec les deux technologies, on peut toutefois produire de l'électricité, que ce soit avec les panneaux solaires ou bien encore avec les concentrateurs solaires. Oui. Maintenant, en Afrique, on sait que la température est un peu plus élevée, tout et tout. Et puis, de notre côté, plus la température est plus élevée, plus les panneaux ne produisent pas, le rendement des panneaux n'est pas vraiment ce qu'on veut. Oui. Alors que de l'autre côté, on peut toutefois utiliser les concentrateurs solaires qui ont besoin d'une température un peu plus élevée. Donc, voilà un peu ma question. C'est de savoir quelle technologie est vraiment la mieux adaptée normalement pour les conditions africaines. Merci beaucoup. Oui, je vois que Faiza a le micro activé, c'est ça? Oui, ok, je vais essayer de répondre à la deuxième, la première question et aussi la deuxième question. Au fait, si j'ai bien compris la première question, quelle place, je pense, c'est ça, n'est-ce pas? Quelle place la bioénergie joue dans la transition énergétique, ou bien c'est pas ça? Oui, c'est ça. Quelle est la place de la bioénergie dans la transition énergétique, je pense. Voilà. Voilà. Au fait, la bioénergie, comme on entend, c'est juste déjà l'énergie produite à partir de biomasse. Donc, que ce soit les matières organiques ou bien d'origine végétale en Afrique. Je vais essayer de faire un peu, voilà, dans le contexte juste africain, hein, ou bien c'est dans le contexte un peu mondial. J'essaie de savoir un peu de quoi s'agit-il ici. Afrique ou mondial, dans le contexte un peu mondial. Hello, vous m'entendez? Oui, on t'écoute. Je crois que tu as un problème de réseau, c'est ça? Non, je n'ai pas un problème de réseau. Je voudrais un peu, la question, c'est spécifique à l'Afrique ou bien c'est un peu à l'échelle un peu mondiale? Je crois qu'il parlait de l'échelle mondiale. Hein. Dans la transition Hello, la énergétique. personne qui a posé la question, s'il vous plaît. Ou bien les deux. Ah, ok. D'accord. Votre question, c'est un peu à l'échelle africaine ou bien à l'échelle mondiale, le rôle de la bioénergie dans la transition énergétique? On prend en Afrique. D'accord. Dans le cas d'Afrique, par exemple, on peut, pour la valorisation des déchets, par exemple, on peut transformer tous les déchets organiques en énergie, par exemple, utiliser, par exemple, aujourd'hui, par exemple, tout ce qui est les déchets organiques de la maison, par exemple, pourquoi pas les utiliser à faire des centrales. Et ça demande beaucoup d'investissement. Il faut s'assurer que est-ce que ces déchets sont suffisamment récupérables pour avoir de l'énergie. Deuxièmement, la production de la chaleur renouvelable. Donc, on peut utiliser le chauffage au bois via des chaudières de biomasse. Ça, c'est important. Et aussi, il faut savoir que ça, c'est vraiment, vraiment utile dans tout ce qui est bâtiments et réseaux de chaleur urbain. Et on peut aussi avoir de tout ce qui est carburant fossile. On parle aujourd'hui de tout ce qui est biogaz et biocarburant. Donc, je pense que la bioénergie, ça va vraiment avec les objectifs de la transition énergétique, mais
il faut savoir qu'il a aussi ses limites et aussi les enjeux à maîtriser. Par exemple, il ne faut pas produire de la bioénergie, par exemple, juste parce que, voilà, il y a parce que on doit produire des déchets et aussi à l'alimentation qui est là. Donc, ou bien on doit utiliser juste les bois, par exemple, pour engendrer un peu le chauffage renouvelable. Voilà. C'est juste, il y a cet aspect de limite. Et aussi, il faut qu'on s'assure que ça s'inscrit dans tout ce qui est objectif de la gestion durable. Donc maintenant, si on utilise ces énergies, il faut savoir est-ce qu'il y a ce processus de récupération de chaleur et tout cela. Donc je pense que j'ai essayé de finir. S'il y a Casimir qui peut ajouter un peu, qui peut ajouter Oui, à la question. moi je vais simplement répondre avec les chiffres. Hein. C'est M. Drama qui a posé la question, c'est ça. Si notre consommation mondiale actuellement est de 16 terawatts, et qu'on sait qu'on a un potentiel de biomasse d'environ 6 terawatts, ça fait 37%. Si on veut seulement consommer, une partie de biomasse dans notre consommation maintenant, on peut utiliser les 37% à partir de la biomasse. Ça veut dire que ce n'est pas négligeable, 37%. Vous voyez un peu. Donc, je me dis que le fait que la biomasse est non seulement renouvelable et qu'il a une bonne densité, il peut remplacer valablement les énergies que nous consommons maintenant. Donc, la biomasse a une très bonne place dans la transition énergétique actuellement. Surtout, moi ce que j'encourage beaucoup avec la biomasse, c'est le fait que nos déchets, normalement, polluent l'environnement. Et le fait de faire entrer la biomasse dans une économie circulaire, pour moi, c'est déjà un atout. Même si la biomasse n'a pas un rendement très, très élevé, mais le simple fait que réexploiter ces déchets-là nous permet de nettoyer nos villes, de rester dans un environnement bien assaini. Pour moi, ça, c'est déjà un bon avantage. Vous voyez. Et le bon côté, c'est qu'on a une production d'énergie qui est très bien avec la biomasse. On a une bonne densité. Et généralement, je connais une entreprise qui vaut maintenant des millions et des millions d'euros en France. Et la biomasse a un taux de croissance très, très grand en France maintenant. Des grandes entreprises qui se lancent dans la biomasse parce que généralement, le coût des déchets, parce que en Afrique, par exemple, si on va prendre un dépotoir d'une boucherie ou quelque chose comme ça, les gens vont te livrer le déchet gratuitement, alors que ces déchets-là, c'est de l'or, vous voyez. Normalement, pour les autres énergies, il faut acheter la matière première, mais pour la biomasse, on n'achète pas on n'achète pas. D'ailleurs, les gens vont te livrer ça parce que tu es en train d'assainir la ville. Et ça, tu profites de cela pour, en tant qu'entrepreneur, te faire de l'argent, mais surtout assainir la ville. Ça, c'est pour la première question. Pour la deuxième question, je pense qu'il parlait de la haute pression et la basse pression. Je vais te prendre un exemple simple. Quand tu es en train de pomper si tu fais un pompage, par exemple, avec une pompe, c'est parce que tu augmentes la pression qu'il y a un mouvement d'air dans un ballon. C'est parce que tu augmentes la pression dans le tuyau de la pompe qu'il y a un mouvement d'air. Vous voyez? Et c'est le même principe. C'est parce que le soleil chauffe une partie de la Terre. En chauffant, j'ai dit que PV est égal à nRT, je disais. Voilà. En chauffant, en agissant sur la température augmente et pour équilibrer l'équation, la pression aussi augmente. Et comme dans le cas de la pompe, si la pression augmente, il y a mouvement d'air. Pour la pompe, il y a mouvement d'air. Je vais prendre quel exemple même pour de l'eau aussi. En appuyant sur un ballon d'eau, par exemple, l'eau va finir par sortir avec une grande pression. Parce que si on augmente une pression, on crée un mouvement. On crée un mouvement là où il y a des pressions, simplement. C'est un principe physique et très pratique aussi, qui se passe à grande échelle avec le soleil, simplement. Ça, c'était le comment. Mais maintenant, pour la question du nucléaire, je disais que c'est semi
renouvelables, j'ai mis un bémol parce que ça ne produit simplement pas, ça ne produit pas beaucoup de CO2. Vous voyez, donc ça ne pollue pas beaucoup. Et une petite quantité d'atomes, une petite quantité d'atomes peut produire une grande quantité d'énergie. Faudrait-il encore qu'on maîtrise la technologie pour ne pas créer beaucoup plus de risques d'explosion ou des choses comme ça. Mais basiquement, c'est une énergie, comme tu dis, propre. J'ai mis entre guillemets, déjà au début, je disais que le terme renouvelable n'est pas physiquement vrai, mais on est en train de l'exploiter quand même. Voilà un peu ça. Quelle est la technologie adaptée en Afrique? En fait, oui, on peut préciser, dire adapté en Afrique, oui. Mais moi, je crois que même dans un État, entre les villes, il y a des technologies qui sont adaptées, en fait. Même dans les quartiers pour des pays très, très développés, il y a des études pour ça. Quand on prend le PV, par exemple, le monocristallin et le polycristallin n'est pas adapté à toutes les villes, par exemple, du Tchad. Au nord, il y a beaucoup plus de soleil, par exemple. On ne peut pas aller avec du monocristallin qui n'est pas très adapté à ces zones-là. Je vais prendre juste le cas du PV monocristallin et polycristallin. Même entre les villes, c'est pas conseillé de mettre la même technologie pour toutes les villes. Vous voyez? Et à cause de notre température, parce que les PV ne fonctionnent pas avec la chaleur. Le PV fonctionne avec des rayonnements diffus. Donc, il faut aller sur des régions qui n'ont pas beaucoup d'ensoleillement, qui n'ont pas beaucoup d'ensoleillement énorme pour détruire plutôt nos sites. Mais pourquoi on peut choisir les CSP, par exemple, une technologie comme les concentrateurs solaires paraboliques? Parce qu'eux, ils ont un système de chauffage. En fait, on chauffe de l'eau qu'on peut conserver dans un système adiabatique et on peut réutiliser la nuit. Pourquoi choisir le PV en lieu et place des CSP? Peut-être parce qu'on n'a pas d'argent, peut-être parce que nous, on a choisi d'utiliser un système de stockage. Le cas du Maroc avec la centrale, nous, bien que le CSP était plus cher, mais parce qu'ils veulent stocker de l'énergie, parce qu'ils veulent avoir un système de stockage, ils étaient obligés d'investir quand même dedans. Souvent, le choix d'une technologie dépend de plusieurs facteurs économiques, de ce qu'on veut. Par exemple, pour le stockage, le défi du stockage, les PV, tu vas avoir combien de batteries pour stocker tout ça? Du coup, il faut s'orienter. Pour une centrale de 500 MW, par exemple, tu vas avoir combien de batteries? Les gens vont en lieu et place chercher, même si on a un bon climat, parce qu'on ne peut pas stocker cette énergie-là, on va choisir le PV pour la journée, mais on va choisir le CSP pour la nuit. Dans d'autres villes, comme j'ai dit, le même PV-là, il y a des villes qui sont adaptées à certaines technologies, peut-être amorphes. C'est des études qu'on doit faire, des documents qui doivent être publics pour que celui qui veut installer vienne chercher ces documents-là. Ah, dans cette région-là, c'est plutôt telle technologie. Les chercheurs, ils sont là pour ça. C'est plutôt telle technologie qui peut être appliquée en lieu et place de cette technologie. La dernière question, tu parlais de la température. Oui, je pense que j'ai répondu à la même chose. Le fait qu'on a une température élevée, pour les PV, c'est beaucoup mieux les polis parce que ça s'adapte beaucoup mieux. Mais voilà, bien qu'il n'ait pas un très bon rendement, on fait avec entre 15% à l'état idéal, mais on fait avec. Voilà un peu ce que je peux dire pour cette question. Je ne sais pas si tu es satisfait ou non. C'est Sabine, oui. Sabine. Oui, je pense que c'est bon, monsieur. Ça peut aller. OK. Quelqu'un aurait d'autres questions? Je ne vois pas. Monsieur. Oui.
Oui, Allô? Sabine, je t'écoute. Ok. J'aimerais un peu revenir sur la question de la biomasse. Casimir, je vais ajouter quelque chose. Pourquoi avoir Oui, Monsieur Casimir, est-ce que je peux ajouter quelque chose? oui, tu peux. Normalement, si Sabine posait sa question, on va noter et puis comme ça, tu peux. Non, bon, je pense qu'elle peut aller directement. Peut-être que la réponse à ma question peut sortir de... D'accord. Bonsoir. Ali, je voudrais vous rappeler sur le stockage d'énergie, hein. Oui, on t'écoute. Je voudrais vous rappeler quoi, la dernière fois, je vous ai posé une question sur le stockage d'énergie. L'énergie Oui, géothermique. on avait dit que, il y a un module, il y a un cours, une séance pour le stockage d'énergie. Vous voyez, depuis qu'on a commencé là, on n'a pas encore parlé de stockage. L'hydroélectricité, Faiza a essayé de brosser rapidement pour dire que bon, on peut utiliser ça pour un système de STEP qui est aussi un système de stockage. Et j'essaye d'éviter même de parler des batteries pour le moment. J'essaye d'éviter. D'accord, merci. Mais pour la géothermie, je me rappelle d'une question que tu as posée dernièrement. Pourquoi est-ce que, euh, euh, laisse-moi me rappeler de la bonne formulation. Vu tous ces avantages de la géothermie, tu disais pourquoi est-ce que l'Afrique tardait, c'est ça, tardait de mettre ça en place. La géothermie, comme on a montré la dernière fois, c'est pas un acquis pour toutes les régions. Il y a des zones qui n'ont pas de la géothermie. Mais même ceux qui ont ceux qui ont cette base géothermique-là, généralement, c'est des zones encore en haute activité sismique. Tu ne peux pas commencer à exploiter une zone où tu ne sais pas quand est-ce que le séisme va passer par cette zone-là. C'est risqué. Vous voyez un peu. Donc, il y a beaucoup d'études d'abord à passer avant de s'engager dans ça. Entre le panneau solaire D'accord. Et c'est Abdel Dime, entre le panneau solaire et les capteurs à concentration, lequel est beaucoup plus efficace en termes de quantité d'énergie à stocker, lequel nécessite beaucoup plus d'éclairage, lequel d'entre eux est plus coûteux. Les panneaux, les capteurs à concentration sont très chers parce que c'est une technologie pas mature encore. Les panneaux solaires sont déjà une technologie mature. D'ailleurs, le prix des panneaux solaires sont pratiquement égales. On va revenir encore dans l'étude technico-économique. Le coût des panneaux solaires est sensiblement égal au coût de l'énergie fossile. Normalement, l'énergie fossile était, il y a 10 ans, l'énergie fossile en termes de coût ne rentrait pas dans la concurrence, il battait toutes les énergies. Mais maintenant, le panneau solaire, sans stockage, je vais préciser ça, le panneau solaire sans stockage concurrence véritablement les énergies fossiles. Mais en termes de rendement, ça dépend encore parce que les panneaux solaires polycristallins, par exemple, ont un rendement de 15% maximum, alors que les PV monocristallins, eux, ils ont un rendement de 22%. Vous voyez? Et les capteurs à concentration, eux, ils ont un rendement de 30% quand même. Ils ont un rendement de 30%, mais une technologie très chère. Ouais. Je ne sais pas si j'ai... Et puis, les CSPE, on peut facilement stocker à l'échelle d'une centrale. Si on exploite, par exemple, 500 MW à l'échelle d'une centrale, on peut stocker ça sous forme de chaleur. De l'eau chaude, par exemple, qu'on va essayer d'isoler le récipient le réservoir qui contient cette eau-là, on va isoler de la très bonne façon pour qu'il n'y ait pas perte d'énergie. On peut utiliser ça la nuit. On peut utiliser la vapeur de cette eau-là la nuit.
Ça, c'est un système de stockage qui est assez performant. Mais le PV, à grande échelle, on ne peut pas stocker. Tu vas aligner combien de batteries pour pouvoir stocker ça? C'est pas possible. Généralement, le PV, on injecte directement dans le réseau et dès que le soleil se couche, et on doit attaquer une autre technologie. Il faut dire que ces technologies-là, on doit les mixer en fait pour qu'ils soient complémentaires. Ceux qui sont forts en termes de stockage, on les garde pour la nuit pour minimiser le coût. Ceux qui sont moins efficaces en termes de stockage, comme les PV, on les exploite au maximum pendant le jour et la nuit, on change de technologie. Mais parce que chacun a ses forces et ses faiblesses. Vous voyez un peu. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question des 10 mai. Et s'il y a d'autres compléments aussi, Faiza, je vois sa connexion est très instable. Et je ne vois plus de mains. Moi, je vous dis dans les centrales solaires, Oui. on n'a pas besoin de stocker ou bien quand on produit, on injecte directement dans le réseau. Dans les centrales solaires PV. Oui. PV, c'est beaucoup mieux d'injecter directement dans le réseau. Maintenant, je me demande si le réseau est un peu saturé, par exemple. Oui. Je pense qu'il est bon de stocker quand même. Oui, il est bon de stocker, mais comment tu vas stocker ça pour les PV? Parce que le système de stockage, c'est dans les batteries à lithium ou des batteries ou bien c'est dans des batteries. Oui. Mais tu vas aligner combien de batteries? Si tu es dans une centrale, par exemple, de 1 kg, de 500 MW, ce n'est pas possible. Pratiquement, c'est difficile en fait. Et le coût, et le coût d'achat de ces batteries-là, c'est trop en fait. Le vendredi. Batteries plus performantes. Oui, oui. En fait, sans stockage, le PV est meilleur. Sans stockage, le PV est meilleur. Mais dès qu'on ajoute les batteries, parce que d'ailleurs, les batteries sont très chères encore. Je vais revenir avec les coûts le samedi prochain. Vous allez voir que. Si vous parlez PV, vous faites allusion aux centrales ou bien? Panneaux photovoltaïques. Les panneaux photovoltaïques. D'accord, d'accord. Les panneaux photovoltaïques différents des miroirs à concentrateur que Faiza a. Attends, je vais bien rapidement pour ne pas faire de confusion. Voilà. Je parle de ça, c'est ça que j'appelle PV. Ouais. Et ici, ça, c'est les CSP. De l'autre côté, là, ça, ce sont les CSP. C'est des miroirs à concentrateur. On concentre ça. C'est comme, en fait, ça, c'est un peu comme cette technologie, c'est un peu comme les miroirs qu'on utilise chez nous. On essaye de mettre contre le soleil pour essayer de mettre ou bien comment pour essayer de fatiguer l'œil à quelqu'un à distance. On peut mettre le miroir contre le soleil et on oriente ça sur tes yeux, ça va brûler tes yeux. Est-ce que vous voyez ça? Je pense qu'enfant, on a fait tout ça. Mais à grande échelle, essayez de prendre des grands miroirs et concentrer cette énergie qui vient sur vos yeux, là, concentrer ça plutôt sur de l'eau chaude. Et ce qui brûle vos yeux, là, va chauffer plutôt de l'eau. En fait, c'est ça la technologie. Et vu que l'eau est déjà chauffée, tu peux simplement mettre dans un thermos un système bien isolé et puis tu peux reproduire ça avec. Peut-être avec des photos comme ça, vous ne comprenez pas directement, mais pratiquement, c'est ça en fait. C'est prendre des miroirs, des vrais miroirs comme ça, mettre contre le soleil et orienter ça vers un seul point. Orienter ça vers un seul point qu'on va laisser passer de la vapeur dedans. Et dès que la vapeur passe dedans, ça va s'échauffer à 500, à 400 degrés, 300 degrés et produire de la vapeur simplement. Et je pense que j'ai été simple et plus clair. Moi, j'aime aller terre à terre. Bon. Excusez-moi, ce que vous expliquez là, ça illustre le schéma là ou bien? Oui, c'est ce schéma que je suis en train de. C'est ce schéma-là que je suis en train de. Ok, mais s'il n'y a pas un point de concentration ici? Le point de concentration, c'est le point rouge. C'est. Le tuyau là, quoi. Oui, le tuyau là. Et à l'intérieur, il est en train de circuler un liquide. À l'intérieur, on circule un liquide. En fait, les miroirs sont conçus de telle sorte que
quand on les met vers le soleil, l'angle des réflexions va aller directement sur le tuyau, là, simplement. Et je vais aller sur une autre image. Voilà, cette image, par exemple, c'est aussi des miroirs, mais leur point de concentration, on dit c'est à tour. Ça veut dire on met des miroirs autour de quelque chose. On met plusieurs miroirs comme ça et on oriente tout ça au milieu. Et le milieu, c'est le point rouge, là, ici. Ce point-là. On va orienter un peu comme on oriente les miroirs sur vos yeux, mais essayez de prendre plusieurs miroirs et orienter ça sur le même œil. Ça va exploser simplement l'œil parce qu'il y aura une grande chaleur, vous voyez. Et c'est ça là qui est utilisé, sauf que l'œil, on va faire passer du liquide directement, vu qu'il y a une bonne chaleur, ça va chauffer rapidement le liquide qu'on est en train de vouloir chauffer et puis on a de l'énergie, quoi, simplement. Est-ce que c'est clair? Je pense qu'on a dépassé largement. Et le réseau qui est là, il faut le convertir en électricité puis injecter dans le réseau, je pense. En fait, dès qu'on a la vapeur, on peut déjà produire de l'électricité. Dans toutes ces technologies-là, on cherche à avoir la vapeur. On cherche toutes ces technologies ces technologies solaires-là, sauf le PV, qui fonctionne avec une force électromagnétique. Les concentrateurs paraboliques, les concentrateurs de Fresnel, là, tout ça, là, on chauffe d'abord de l'eau et puis on va convertir la chaleur de l'eau, on va faire tourner les turbines avec ça et puis on va produire de l'électricité, simplement. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Finalement, Faiza nous a faussé compagnie. S'il n'y a plus d'autres questions, on va se randonner la semaine prochaine. J'ai voyagé aujourd'hui, je suis arrivé très tard et là, je n'ai pas beaucoup d'énergie aussi. Merci beaucoup d'avoir été là et merci pour votre patience surtout. Et Nabou, je suis à Agadir, tu peux comprendre. Et voilà. Oui, merci à toi. Oui. Merci vraiment à vous.